Bon, enfin on y est. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Alors, là aujourd'hui on va parler, merci d'être là tout d'abord, on va parler algorithme. Aujourd'hui on va dire que c'est un peu académique ce que je vais vous expliquer parce que le produit qui est derrière, il n'existe pas encore, il existe chez Google, on s'en sert et on a annoncé qu'on allait en créer une version publique qui s'appelle Cloud Data Flow, qui permet de traiter des grands volumes de données. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous faire une démo en live, je ne peux pas non plus vous laisser essayer. Ceci dit, la démo en live, normalement, c'est la semaine prochaine et vous pourrez l'essayer très bientôt. Et là, je voudrais que vous veniez avec moi un petit peu dans les entrailles de ce produit et qu'on aille regarder les algorithmes qui sont en place pour faire fonctionner tout ça. Alors, le titre est un peu provocateur, c'est fait exprès. Évidemment que chez Google, on se sert encore de MapReduce, mais pas vraiment de la façon dont vous vous en servez d'habitude pour ceux qui s'en servent. Avant, je vais rappeler évidemment ce que c'est que MapReduce. Il y a un petit sondage. MapReduce, qui pense savoir ce que c'est et ce que ça fait? Ah, quand même pas mal. Bon, je vais passer vite sur les explications alors. Alors, un petit cas d'école. Qu'est-ce qu'on peut vouloir faire en MapReduce et en Dataflow? Imaginons que j'ai envie de faire des prédictions, comme dans la barre Google, quand on tape quelque chose, ça vous met les complétions les plus probables. Disons que j'ai envie de faire de la complétion sur des hashtags. Bon, et pour ça, donc, j'ai besoin de savoir pour chaque préfixe quels sont les hashtags les plus probables, les plus fréquents pour ce préfixe. Bon, c'est un problème relativement simple. La seule complexité, c'est que c'est quoi mes données, avec quoi je travaille? Bien avec tous les tweets. Simple? Non, il y en a beaucoup. Donc il me faut quand même une usine de traitement un petit peu costaud. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette usine? Je prends tous les tweets et à la fin, j'ai mes prédictions. Entre les deux, dans les tweets, il faut que j'aille extraire les hashtags. D'abord, ça c'est mes tweets. J'extrais que les hashtags. Ensuite, je les compte. Donc Argentina, j'en ai 5 millions, etc. Ensuite, pour chaque hashtag, je crée à partir de chaque hashtag la liste de tous les préfixes qu'il a. Donc Argentina va devenir A donne Argentina, AR donne aussi Argentina, ARG, ARGE, etc. Tout ça, c'est les préfixes de Argentine. Ensuite, ces préfixes, je les agrège et je trouve les préfixes, les complétions les plus fréquentes pour un préfixe donné. Il n'y a plus qu'à écrire ça dans ma machine qui fait les prédictions. Alors tout ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'expérience de MapReduce et qui, simplement en regardant ça, peuvent voir qu'on a deux MapReduce enchaînés l'un derrière l'autre. Ce n'est pas forcément évident à voir comme ça. Quand on faisait ça vraiment avec MapReduce, ça veut dire que je déploie un premier cluster Hadoop, je déploie un deuxième cluster Hadoop. Entre les deux, je mets des fichiers temporaires pour réussir à mettre les données de l'un à l'autre, etc., etc. C'est un peu long. Et ce que Dataflow vous propose de faire, eh bien, c'est de représenter ça dans un langage de haut niveau pour que vous n'ayez pas justement à gérer toutes ces machines. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà le code que je vais effectivement exécuter. Donc, à part l'écriture et la lecture et l'écriture, j'ai en fait mes 4 étapes qui sont représentées par 4 instructions qui sont soit des parallèles do, c'est-à-dire des choses à faire en parallèle, avec du code à moi dans le parallèle do. Donc ça, c'est vraiment le principe du MapReduce. Je file un bout de code et ça exécute ce bout de code sur plein de machines. Et puis, d'autres fonctions comme count et top, qui en fait sont les fonctions d'agrégation. Donc voilà la promesse. J'écris ça. Derrière, ça me déploie un cluster de 250 machines avec 2 MapReduce enchaînés et tout fonctionne. Alors, quand même, on est curieux. Comment est-ce que ça fait pour marcher tout ça? Bon, rentrons un peu dans le détail. Alors, d'abord, il faut voir ce que c'est que MapReduce. Bon, MapReduce, c'est comme pour faire des sandwichs. C'est-à-dire qu'on a des ingrédients, on a des mappers qui font des choses sur ces ingrédients, et ensuite on a des reducers qui prennent les ingrédients découpés et qui en font des sandwichs.
Bon, j'aime bien cette image, mais elle n'est pas très mathématique. Alors, reprenons, disons de façon un peu plus ennuyeuse, hein, on va dire ça. Donc, MapReduce, j'ai des données et j'ai des machines dans lesquelles je mets mon code qui fait le map. Donc, ça, c'est une transformation, c'est un bout de Java, et qui va me sortir des données transformées. Alors, elles ne sont pas seulement transformées, elles sont aussi transformées et taguées avec des clés. Donc, en sortie, c'est des clés valeurs que j'ai. Ici, j'ai mis une clé rouge et une clé bleue. D'accord ? L'étape suivante, eh bien, c'est d'utiliser ces clés pour rassembler tous les rouges d'un côté, tous les bleus de l'autre. Et à la fin, j'ai mon étape reduce qui prend toutes les données qui ont une même clé et qui calcule autre chose dessus. Et alors, c'est là que c'est intéressant. Les pointillés que j'ai mis là, c'est les machines, les ordinateurs. Le principe de MapReduce, c'est que l'utilisateur, il écrit juste le bout de code qui fait map, il écrit le bout de code qui fait reduce, et le framework MapReduce va ensuite prendre ces fonctions et les envoyer vers les ordinateurs qui font ces fonctions. Et par contre, toute la gestion de ce cluster, le networking, quelles données envoyer où, qu'est-ce qui se passe s'il y a l'un des nœuds qui ne répond plus, etc. Eh bien, tout ça, c'est fait par le framework MapReduce. Ce n'est pas vous, en tant que développeur MapReduce, qui avez à vous occuper de ça. Donc, c'était ça le génie de MapReduce à l'origine, quand le papier a été publié il y a une dizaine d'années maintenant. Alors, pour être très précis, il y a encore mieux. Un exemple d'abord, alors évidemment, on est chez Google, donc l'exemple de base, l'indexation du web, évidemment, ça a été inventé pour ça. Donc le web, c'est des pages. Mes mappeurs extraient les keywords de ces pages. Donc là, en sortie, j'ai des keywords avec des liens, des URL. Je mets ensemble toutes les URL qui ont le même keyword et j'écris ça dans l'index. Voilà. Par contre, il y a quelque chose de fantastique qui se passe lorsque mon étape reduce est associative. Alors associative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme une addition. On peut faire une addition une fois, puis ensuite on additionne les résultats de résultats, etc. On peut appliquer plusieurs fois cette fonction d'agrégation sans que ça soit embêtant. Alors, de nouveau, on a nos données, on fait map, on sort des clés valeurs transformées, mais cette fois-ci, comme la réduction est associative, eh bien, ces clés valeurs qui sont transformées, je peux déjà dans mes mappeurs commencer à les grouper et je peux déjà commencer à les agréger. Et ensuite, c'est uniquement les sommes partielles que je vais envoyer à l'étape reduce. Donc là, une très petite quantité de données. La grosse agrégation a déjà été faite dans le mapper. Et cette très petite quantité de données, eh bien, dans l'étape reduce, je fais juste la fin, c'est-à-dire je fais la somme des dernières sommes partielles qui me restent encore. Voilà, donc là, j'ai envoyé le code de map sur les machines qui font du map. Et le code de reduce, je l'ai envoyé dans mes machines qui font le reduce, mais je l'ai aussi envoyé dans mes machines qui font du map, parce que comme cette association et comme cette réduction est associative, eh bien je peux faire ça. Je peux commencer déjà à faire les agrégations dans mes mappeurs. Et là, j'ai un gain de performance absolument énorme, parce que je n'ai pas besoin de faire transiter sur le réseau toutes mes données brutes. Je fais transiter uniquement mes données déjà agrégées. Voilà. Donc ça, c'est important, on y reviendra, parce que c'est important dans le déroulement de, disons, Dataflow. L'exemple de base, compter. Typiquement, j'ai les données sur toute la population de la planète. Je veux compter les Chinois et les Brésiliens. Okay. Alors, mon code map, c'est prendre les données pour chaque personne. Si les Chinois, j'aimais Chinois 1, si les Brésiliens, j'aimais Brésilien 1, s'il n'est ni Chinois ni Brésilien, je l'oublie. Et puis ensuite, mon code de reduce, eh bien, c'est simplement tous ceux qui sont flagués Chinois, je les additionne, tous ceux qui sont flagués Brésiliens, je les additionne. Donc tout ça, je peux déjà faire ça sur ma machine, sur mon mapper, d'accord? Et ensuite, j'envoie tous les Chinois d'un côté, tous les Brésiliens de l'autre côté, et je finis mes sommes partielles. Et voilà, j'ai compté tous les Brésiliens et tous les Chinois avec ici 3 machines map et 2 machines reduce.
plus évidemment d'autres machines au milieu qui font bien la partie, les flèches au milieu qui s'appelle shuffle, qui groupe les clés ensemble et qui les envoie là où il faut, plus le framework gère aussi évidemment un orchestrateur qui va démarrer et arrêter les machines, etc. Mais ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Voilà, alors MapReduce, ça c'est un peu la timeline de toutes les publications Big Data qu'on a fait. MapReduce, c'est là-bas en 2004. Un peu plus récemment, si vous avez ce genre de problématique, c'est-à-dire des grandes quantités de données et vous avez besoin d'y trouver de l'intelligence, on a sorti récemment un autre produit basé sur Dremel, qui est le papier qu'on a publié, mais le produit s'appelle BigQuery. Jérôme en a parlé ce matin. Ça fait du SQL. Donc toutes les problématiques que vous avez de Big Data qui peuvent se résumer à des requêtes SQL, allez d'abord voir BigQuery. D'accord ? Ça existe, c'est là, c'est déjà fait, très simple d'utilisation. C'est une implémentation qui n'est pas une implémentation par-dessus MapReduce, c'est une implémentation custom qui fait que de l'exécution de requêtes SQL sur des énormes tables. Là où vous allez avoir besoin de quelque chose de plus custom, c'est si votre problème ne se résout pas simplement à une requête SQL. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez vouloir utiliser Dataflow qui, lui, est basé sur deux papiers, un qui s'appelle Flume Java et l'autre Millwheel. Et celui que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est Flume Java, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la représentation au niveau que je vous ai promis, les quelques lignes de code, et finir avec un cluster de plusieurs centaines de machines qui fait plusieurs MapReduce enchaînés comme il faut, etc. Alors, premièrement, un peu de vocabulaire. On va définir des primitives. Donc, l'étape de ce qu'on a appelé map jusqu'ici, dans la terminologie Flume, on va appeler ça parallèle do. C'est simplement une opération parallèle. Et en fait, la partie reduce, on va aussi l'appeler parallèle do, c'est aussi une opération parallèle. D'accord ? En fait, c'est la même chose. L'autre primitive dont on a besoin, c'est group by key. Bon, bah, ça, c'est, je pense, assez simple à comprendre. C'est tous les rouges d'un côté, tous les bleus de l'autre. Dans le cas associatif, en fait, c'est la même chose, sauf que le parallèle do associatif, on lui donne un autre nom pour se rappeler qu'il est associatif. Vous vous rappelez, un MapReduce, lorsqu'il a une réduction associative, on peut faire des choses assez magiques avec. Bon, bah là, le combine values ici, c'est un parallèle do, d'accord, mais on lui met un flag en disant « moi je suis associatif ». Et ça nous permettra d'optimiser des choses par derrière. Alors, un petit peu plus précisément, il n'y a que 4 et seulement 4 primitives dans Flume Java. Tout, déjà, oui, pourquoi j'appelle ça Flume Java? Parce que, à la base, c'est une librairie Java. On ne vous demande pas ici d'apprendre un nouveau langage pour décrire des flots de données. C'est une librairie Java. On va utiliser des collections en Java et des primitives en Java pour décrire ce que font vos données. Ce qui est intéressant là-dedans, bon, déjà qu'il n'y a pas un nouveau langage à apprendre, mais surtout que on peut faire son code qui décrit tout le calcul sur les données, mais il peut être au milieu d'un bout de Java qui s'exécute sur votre machine. Donc, votre machine peut très bien être en train d'exécuter du Java. À un moment, elle lance un cluster MapReduce, récupère des données et continue à exécuter autre chose. Donc, la première primitive, c'est les P-collections. Tous les traitements vont se faire sur des P-collections. Donc, c'est des collections parallèles. Et ce que c'est, eh bien, c'est un gros sac de données. Parallèle, ça veut dire simplement qu'il n'est pas mutable. Donc, les transformations se feront en lisant ces données et en créant une autre collection parallèle de sortie. Et ensuite, nos 4 primitives. Alors, le parallèle do, ça c'est le plus simple. On a une collection en entrée, on fait des choses dessus, une collection en sortie. Qu'est-ce qu'on fait dessus? Ça, c'est une fonction, la do-fn, que vous, en tant que développeur, vous fournissez. C'est ça que vous faites. Group by key, ça aussi relativement simple. Bon, là, on a un petit peu formalisé. J'ai un gros sac de paires clés-valeurs. OK. Et en sortie, je veux
également un sac de clés valeurs, mais cette fois-ci, chaque clé, je la veux une seule fois et associée à une collection de valeurs qui sont toutes les valeurs pour cette clé. Je les ai groupées par clé. Combine values, comme j'ai dit, c'est un parallèle do, mais un peu particulier parce qu'il est associatif. Donc, lui, typiquement, il prend en entrée ce que group by key sort en sortie, c'est-à-dire une clé et une collection de valeurs associées, et il va faire une opération sur toutes ces valeurs qui ont la même clé, et donc sortir de nouveau un gros sac de paires clés-valeurs avec une clé et la valeur calculée. Voilà, et puis une dernière opération qui, elle, c'est juste parce que mathématiquement on en a besoin, flatten, ça veut dire je prends deux collections et j'en fais une seule, c'est une union d'ensemble toute simple. Alors, Flume Java, la librairie, vous offre aussi quelques opérations qui sont dérivées, c'est-à-dire qu'on peut créer à partir de ces primitives. Alors, je vais vous en montrer deux parce que c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elles sont faites. La première, c'est compter. Alors, qu'est-ce qu'on compte? Eh bien, c'était l'exemple de la population tout à l'heure, les Brésiliens et les Chinois. On a envie de les compter. Donc, on va flaguer des valeurs avec des clés et ensuite compter pour chaque clé combien il y a de valeurs. D'accord? Donc, celle-là, elle a un premier parallèle do qui va prendre une valeur et, si les conditions que vous avez spécifiées sont remplies, elle va émettre 1 pour cette valeur. Et la clé de ce 1, bah, ça sera la valeur elle-même, chinois ou brésilien dans mon cas. Le groupe by key, lui, va donc associer tous les 1 qui correspondent à chinois, tous les 1 qui correspondent à brésilien. En sortie, j'aurai donc une collection avec chinois et à côté collection de 1, autant de 1 que j'avais de chinois. D'accord ? Et la dernière étape, combine values, je fais simplement la somme de tous les 1 qui correspondent à chinois et de tous les 1 qui correspondent à brésilien. J'ai introduit ici une petite notation parce que j'en avais assez d'écrire P collection de paires de KV, donc un tas de paires clés valeurs, d'accord. On écrit ça P-table de KV. Ça veut P-table, ça veut dire collection de paires de KV, collection de paires clés valeurs. Un tout petit peu plus compliqué, mais à peine, un join. Comment est-ce qu'on fait un join? Alors déjà, le but d'un join, c'est quoi? C'est j'ai des clés valeurs d'un côté et des clés valeurs de l'autre, mais c'est des valeurs d'un autre type. Typiquement deux colonnes différentes dans une base de données, d'accord? Et moi, je veux, en sortie, une clé et toutes les valeurs du premier type, toutes les valeurs du deuxième type qui correspondent. À partir de ça, je peux calculer des choses comme des inner join, des outer join, etc. Mais à la base, c'est juste ça. Une clé, toutes les valeurs V que j'ai trouvées pour cette clé, toutes les valeurs W que j'ai trouvées pour cette clé. Alors, comment on peut faire? Le premier parallèle do, mes deux sacs de clés valeurs, j'ai envie de les mettre ensemble, mais ils ne sont pas compatibles, ce n'est pas les mêmes types. Je les rends compatibles. Je les rends compatibles en utilisant une tagged union, ce qui est simplement un objet qui contient soit un V, soit un W, plus un tag qui dit tu contiens un V ou un W. Hop, petit trick de javaïste, et maintenant c'est des types compatibles. Donc je peux faire flatten, ce qui simplement met les deux collections dans une. Elles sont maintenant compatibles. Je fais mon group by key, et cette fois je récupère bien une clé et un gros sac de valeurs qui sont soit des V, soit des W. Il me faut une dernière étape pour enlever la tag du union qui était juste un artefact, disons, de compatibilité, et je récupère une clé et tous les V correspondants et tous les W correspondants dans un dernier parallèle do. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer qu'à la fois le count et à la fois le join, qui sont des opérations dérivées, peuvent se dérouler en parallèle do, flatten, group by key et combine values. Et pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Eh bien, regardons ce qu'on a fait. On a pris une abstraction de toutes les valeurs sur lesquelles on travaillait, les P collection. On utilise 4 abstractions d'opérations qu'on fait dessus. Parallèle do, flatten, combine values, group by key. Ce
qui veut dire que toutes les opérations qu'on fait sur nos données sont abstraites. Alors ce qui va se passer en réalité, c'est que lorsque ce code Java va s'exécuter, les opérations sur les données seront exécutées, mais pas en temps réel. C'est uniquement quand vous arriverez tout à la fin que vous ferez run qu'il va se passer des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Flume Java va être capable de lire toutes les opérations que vous avez dit de faire sur les données et de construire un graphe d'exécution. Ce graphe d'exécution, de l'optimiser, et une fois qu'il est optimisé, eh bien, le déployer en un nombre quelconque de MapReduce sur un nombre quelconque de machines distantes. C'est ça qui va se passer en réalité. Alors, regardons ici un graphe d'exécution. Alors, pour que ça soit plus réel, on va dire que c'est un exemple réel. Je suis sur un site web, sur un site marchand, et le monsieur du marketing m'a dit « je veux un log de toutes les sessions de browsing ». Donc à chaque fois que quelqu'un vient sur le site et il passe du temps sur le site, je veux une ligne de log qui me dit « il a vu tant de pages, il a cliqué sur checkout ou pas, s'il a cliqué sur checkout, ben, qu'est-ce que c'était son panier, et est-ce que son paiement a été successful ou pas derrière ». Voilà. Donc en entrée, moi ce que j'ai, il se trouve que le code de mon site, il fait un log dans la base de données lorsque quelqu'un clique checkout. Donc ça c'est une première source de données. J'utilise 2 fournisseurs de paiement qui me filent des logs évidemment incompatibles, mais c'est pas grave. Je mets un petit parallèle do devant pour les rendre compatibles et hop, je les mets dans un sac. Et finalement, j'ai mes logs normaux où je veux simplement compter un session ID et toutes les lignes de log associées pour savoir en gros combien de pages le mec a vu. Une fois que j'ai fait ça, je fais un join là-dessus par l'ID de session et j'écris ça dans... il y a encore une transformation parce qu'il faut un peu mettre ça en forme et je l'écris en sortie. Il se trouve que le monsieur me demande aussi juste les logs de checkout dans un format XYZ parce que lui il a un outil de visualisation génial. Donc ok, je lui ai codé ça. Donc j'ai une deuxième sortie où il y a juste sa visualisation, enfin son format de log de checkout. Voilà. Ça c'était juste pour dire que c'est un exemple réel, mais voici le graphe qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce graphe maintenant? Alors, première chose. Alors, ce graphe, les nœuds bleus, c'est des parallèles do. Count et join, on a vu qu'on peut les exploser en parallèle do, group by key, etc. On va le faire tout de suite. Et on a le nœud vert qui est une union d'ensemble, donc ça c'est trivial. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? La première chose, lorsqu'on a 2 parallèles do enchaînés, on peut en faire un seul parallèle do. Alors, pourquoi ça marche? Rappelons-nous ce que c'est un parallèle do. C'est un morceau de code Java que j'envoie sur une machine distante pour qu'elle fasse une opération, une ou plusieurs machines distantes. Donc, si j'ai un bout de code Java qui mange des données, qui sort des données, un autre bout de code Java qui mange la sortie et qui sort autre chose, bah, c'est pas grave. Les deux, je les envoie sur ma machine distante. Logiquement, c'est exactement la même chose. Il y a des entrées, je fais du processing, il y a des sorties. Ce que j'ai fait ici dans cette optimisation, ce qui est quand même intéressant, c'est que, une fois que j'ai fait ça, c'est le système qui s'occupe des fichiers intermédiaires ou des données intermédiaires entre C et D. Moi, je ne m'en occupe plus du tout. Alors, pareil pour des parallèles do qui sont côte à côte. Jusqu'ici, on a vu que les parallèles do avaient une entrée et une sortie. Ça peut être complètement générique. Encore une fois, c'est juste un bout de code qu'on envoie vers une machine distante. Cette machine distante peut très bien ouvrir 2 fichiers et écrire dans 3 streams en sortie. Notre graphe, on saura où vont ces streams, c'est tout ce qui compte. Logiquement, c'est un seul parallèle do. Donc c'est pareil. Si j'ai 2 parallèles do au même niveau, eh bien, je pourrais en faire un seul parallèle do qui a 2 entrées et 2 sorties. Voilà. L'autre opération triviale, c'est les flatten. Alors, flatten, encore une fois, c'est juste une union d'ensemble. Donc, si j'opère sur les données, si je leur applique B et C, ensuite je mets les résultats dans un seul sac et je leur applique D, c'est évidemment la même chose que si j'appliquais B, D, C, D, et ensuite je mets les résultats de tout ça dans un seul sac. C'est exactement la même chose. Et group by key, ben, flatten suivi d'un group by key, c'est évidemment redondant. Group by key, l'essence de ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout ce qui vient
et puis il groupe par clé. Donc le fait qu'il y ait une union d'ensemble devant, en fait c'est redondant, je peux l'enlever. Voilà, donc deux opérations qui sont relativement triviales. Tout ça pour arriver à réussir à faire du pattern matching de ce genre d'unité. Alors là, je vais passer un petit peu plus de temps à expliquer ce que c'est cette unité. Déjà, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on prend un groupe by key, n'importe lequel. Je vais vous expliquer ça d'une façon extrêmement mathématique. On prend le groupe by key, on tire dessus. Et tout ce qui vient avec, ben, on met là-dedans. Enfin, tout ce qui vient avec. Tous les autres groupes by key qui viennent avec, on les met là-dedans. Alors, qui viennent avec, ben, ça veut dire que qui ont des flèches liées, qui pointent vers des parallèles doux qui sont avant elles. Si je peux tirer sur un groupe by key et que l'autre groupe by key qui est là-bas, de toute façon, il consomme un parallèle doux qui n'a rien à voir, il va rester sur place, ben, c'est pas grave, là je vais en faire une autre unité. Si par contre ces groupes by key là, ben, ils sont liés parce que par exemple M2 en sortie, il va à la fois vers le premier, à la fois vers le deuxième, je les mets dans un même groupe. Donc ça c'est pour les entrées. Encore une fois, ça c'est là maintenant ce qu'on fait, c'est on va regarder le graphe qu'on a obtenu après les simplifications triviales et on va essayer de faire du pattern matching, c'est-à-dire de grouper les nœuds pour obtenir ce genre d'unité. Alors, dans ce genre d'unité, il y a une colonne de parallèles doux en entrée. Il peut y avoir autant d'entrées qu'on veut, mais une colonne de parallèles doux. Une colonne de groupe by key au milieu. Tous les parallèles doux vont vers ces groupes by key. Il y a la possibilité, comme vous voyez tout en haut, de faire un bypass, c'est-à-dire de dire, bon là je fais juste un parallèle doux et je sors tout de suite. Une fois que j'ai fait mes groupes by key, eh bien, la sortie du groupe by key, dessus, j'ai un combine values et un parallèle doux. Alors, sachant que si je ne les ai pas effectivement dans mon graphe, le combine values, ça se remplace très bien par une identité et le parallèle doux se remplace aussi très bien par une identité. Donc voilà, le type d'élément que je cherche, c'est une colonne de parallèle doux, une colonne de groupe by key liée par une relation parent commun, et derrière chaque groupe by key, un channel de sortie avec un combine value et un parallèle doux. Alors pourquoi j'ai envie de sortir ça comme élément? Eh bien parce que ça, eh bien je peux l'implémenter exactement de la même façon qu'un MapReduce. Si vous voulez, ça c'est un MapReduce généralisé. Il y a des mappeurs. Alors, ils ne sont pas définis par une fonction de map, ils sont définis par 3 fonctions de map, M1, M2, M3. Mais encore une fois, ma machine, que je lui envoie une fonction Java ou 3 fonctions Java, on s'en fout, c'est pareil. Donc, c'est des mappeurs un peu plus compliqués, il y a 3 fonctions Java qui les définissent, mais c'est juste une couche de mappeurs. Leur sortie va vers une couche de group by key, qui groupe par des clés différentes, mais bon, on sait lesquelles, puisque les flèches là sont parfaitement définies, donc on sait comment exécuter ça. Et leur sortie à elle va vers un combine values et un autre parallèle doux qui, pareil, ça c'est la partie reduce de notre MapReduce. Et donc la beauté ici, c'est qu'une fois que j'ai fait ces transformations de graphe, eh bien tout mon graphe devient en fait un graphe de MapReduce généralisé. Alors, une petite subtilité encore, parce que je pense que celle-là, elle permet de bien comprendre. Si on reprend tout à l'heure l'exemple des hashtags, vous vous rappelez, on comptait tous les hashtags Argentine, et ensuite, Argentine était expandée en tous les préfixes. Donc ça donne A, AR, ARG, etc. Et puis ensuite, on rentre dans un top, enfin on prend les 3 préfixes, les 3 complétions les plus fréquentes par préfixe. Count et top, ça ne vous étonnera pas, peuvent être exprimés sous forme de primitive Flume Java. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors là, rentrons pas dans les détails. J'ai même pas mis ce que c'est comme parallèle doux, mais en gros, il y a un groupe by key et une opération d'agrégation, et l'autre aussi, il y a un groupe by key et une opération d'agrégation. Et maintenant, j'ai une décision intéressante à prendre lorsque je veux créer mes MapReduce. C'est est-ce que je vais le créer là? Okay. Ça marcherait, hein, j'ai un groupe by key avec un combine value et un parallèle doux. Ou est-ce que je vais le créer là? Ça marche aussi pour le deuxième, j'ai un parallèle doux, GBK, combine values. Je
peux lui rajouter un parallèle do identité derrière, ça marcherait aussi. Alors, laquelle des deux est la meilleure solution? Celle-là, en fait, a un problème. Parce que si vous regardez l'opération expand préfixe x, elle me multiplie mon volume de données par un truc énorme. Typiquement 8. Enfin, c'est le nombre de caractères dans un mot anglais typique. Et donc là, j'ai mon premier MapReduce qui génère un trafic réseau absolument monstrueux vers mon deuxième MapReduce. Ça ne m'a pas l'air idéal. Alors si j'essayais la deuxième, là vous allez me dire, vous avez juste déplacé le problème. Maintenant c'est à l'intérieur de mon MapReduce, entre mes mappers et mes group by key, qu'il y a un trafic réseau énorme. Mais non, absolument pas. Regardez derrière, j'ai un combine values associatif. Ce qui veut dire que ce combine values, en fait, il va être envoyé dans mes mappers. Et les associations pourront déjà se faire dans les mappers. Donc, la sortie de E sera déjà agrégée. Et donc, je n'aurai pas ma grosse flèche à l'intérieur. Donc, cette division-là est des dizaines de fois plus intéressante que l'autre. Et alors, la règle d'ingénierie, parce que pour les ingénieurs, il faut des règles simples, c'est on coupe sur le tuyau, sur le petit tuyau. On ne coupe pas sur le gros tuyau. D'accord? Couper sur le gros tuyau, mauvais. Couper sur le petit tuyau, bon. Voilà. Alors, voyons ça en action. Là, j'avais mon graphe. Mes flatten, d'abord, je remplace le compteur par un parallèle do, un group by key, et puis le plus, ça c'est juste des additions, c'est mon combine values de comptage. Le join, j'ai vu tout à l'heure ce que ça faisait, donc il y a les J1, c'est les tagged values, je mets tout ça dans un sac, group by key, et je dois encore faire une opération avant de sortir. Donc voilà mon graphe de base. Allons-y, optimisons-le. Les flatten descendent, ils descendent encore. Il y a 2 flatten devant mon group by key, ça ne sert à rien. Group by key, ça fait déjà de l'union d'ensemble. Allez, ils sont partis. Maintenant, j'agrège mes parallèles do. Ceux-là, ils vont ensemble, ceux-là, ils vont ensemble, ceux-là, ils vont ensemble, ceux-là, ils vont ensemble. Alors, là, j'ai pris une décision. Hein. Vous voyez, le E, je l'ai mis à droite et pas à gauche. Voilà, ceux-là, ils vont ensemble. Là, maintenant, je vais juste bouger un peu les nœuds pour que ça soit plus clair. Hop. Je rajoute des identités pour que mon pattern matching marche. Et voilà, j'ai isolé 2 MapReduce. Alors, MSCR, c'est mon MapReduce généralisé, Map, Shuffle, Combined and Reduce. Voilà. Et voici à quoi ressemble mon graphe à la fin. Et j'aime bien même le visualiser comme ça. C'est-à-dire que voici à quoi ressemble la topologie de mon réseau à la fin. Là, les rectangles gris, c'est vraiment des machines, des vraies machines. Les flèches, c'est le networking entre ces machines. Et A, B, C, D, E, J1, F, J2, tout ça, c'est mes bouts de code Java qui sont maintenant envoyés vers ces machines-là pour exécution. Voilà. Alors, pendant que je vous laisse regarder les graphes qui disent que c'est bien, c'est optimal, etc. Alors, c'est quand même intéressant de voir que c'est quasiment aussi optimal que une chaîne de MapReduce qui a été optimisée à la main par quelqu'un qui sait faire, notamment en termes de nombre de MapReduce enchaînés. On fait aussi bien, quasiment, que quelqu'un qui sait faire et qui le fait à la main. Une autre chose intéressante, alors Sozal, ça c'est un langage interne qui est fait pour juste cruncher des logs, qui s'exécute aussi sur MapReduce. Donc c'est intéressant de comparer avec. Alors c'est pas une comparaison vraiment, c'est un peu des pommes et des poires, parce que Sozal ne fait que cruncher des logs. Dataflow, Flume ici est complètement générique, c'est vous qui définissez ce que c'est le code et ce qu'il fait. Donc Sozal, comme c'est un langage dédié en termes de concision de code, il est mieux, mais comme vous voyez, il est très lent parce que, alors pourquoi? C'est intéressant de savoir pourquoi, parce que dans Sozal, justement, il n'y a pas cette idée d'exécution différée avec un graphe d'exécution construit depuis vos instructions, optimisé et exécuté à part. Donc c'est pour ça que c'est plus lent. Et d'autre part, il n'y a pas non plus dans Sozal suffisant, c'est un langage de très haut niveau, donc il n'y a pas non plus suffisamment de possibilités bas niveau pour que vous puissiez vous optimiser
les MapReduce qui sont faits à la fin. Là, en Flume, vous avez tout ça. C'est un langage de très haut niveau, mais où l'exécution elle est différée. L'exécution génère un graphe d'exécution qui est optimisé, qui est traduit en termes de topologie réseau, et cette topologie réseau est déployée et elle crunch vos données. Démo? Ben non, malheureusement pas encore. Alors comme je disais, si vous avez vu la date du papier, c'est 2010, donc la technologie existe, elle tourne chez nous. Et on a annoncé le fait que ça allait devenir un produit public. J'espère la semaine prochaine pouvoir faire une démo live et d'ici quelques semaines, peut-être mois, vous proposer une alpha. Comme on dit dans les présentations, one more thing. Il y en a un qui a rigolé, c'est bien. Alors, une dernière chose, effectivement. Jusque-là, on a parlé de gérer eh bien, des batchs de données. J'ai un gros fichier de données, je veux faire des calculs dessus. C'est effectivement intéressant d'écrire 5 lignes de code pour faire... bon, 5 lignes, j'exagère évidemment. Le new extract tags et new expand prefixes, ça, c'est des classes qui incluent un do function qui est mon code à moi, qui lui va être très long, ça c'est mon code métier. Mais l'orchestration, c'est juste ces 5 lignes-là. Mais si je fais des prédictions de hashtags, ça ne sert à rien de les faire sur un historique de hashtags. Les hashtags, ça évolue. Je veux le hashtag qui est hot, là, tout de suite, maintenant. Donc en fait, je veux faire ça de façon streamée, en temps réel. Eh bien, dans Dataflow, si je veux faire ça en temps réel streamé, je change mon input et mon output. Au lieu de lire des fichiers, je lis des streams et je rajoute une ligne de code. Window by 60 minutes. Et voilà, j'ai créé un cluster de processing, de tweets en temps réel qui va cette fois-ci me générer mes prédictions en temps réel. Donc là, il faut imaginer ce qu'on fait. C'est pas du tout la même architecture qu'il y a derrière. C'est peut-être un cluster différent. C'est des contraintes différentes. C'est du temps réel, c'est plus du batch. Pour vous, la seule chose que vous changez, c'est cette ligne de code additionnelle. Et je pense que c'est là que c'est vraiment intéressant parce qu'on est à un niveau d'abstraction qui est celui où vous avez envie d'être en tant que data scientist. Vous gérez votre code. Pardon. Vous gérez votre code, vous avez envie d'expérimenter et vous n'avez pas envie, lorsque vous changez une ligne ici, de devoir redéployer plusieurs clusters Hadoop, les réenquiller les uns derrière les autres, vous poser des questions sur comment est-ce que les données vont pour aller de l'une à l'autre, etc. La représentation que Dataflow vous propose, c'est une représentation au niveau, simplement en code. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous expliquer sur Dataflow. Merci, et ben, on a le temps pour quelques questions si vous en avez. Oui. Tout à fait. Alors, la première, c'est que là, ce que je vous ai montré, c'est l'interface Java. Donc, il y a une interface Java. Ça, il y a des gens qui sont intéressés par ce fait-là, le fait que c'est dans un langage qu'ils connaissent. Excusez-moi. Ah, ça va mieux. Et l'autre, c'est, je vais peut-être dire une bêtise sur Pig, vous me corrigerez, mais je ne pense pas que Pig vous permette de générer un pipeline temps réel. Et là, c'est l'autre chose qui est intéressante, c'est que c'est un pipeline temps réel. Aussi, de nouveau, vous me corrigerez, je ne sais pas. Je pense que Pig permet de générer le déploiement et ensuite déploie et ensuite le cluster fonctionne. Ici, le cycle de vie du cluster temps réel, puisqu'il est temps réel, il est géré par l'outil.
c'est-à-dire qu'il y a également des fonctionnalités d'autoscaling qui vont s'adapter à la taille du stream qui arrive, rajouter des nœuds, renlever des nœuds, tout ça de façon complètement dynamique. Autre chose encore, et là de nouveau, c'est intéressant que vous me donniez le point de vue du côté de Pig. Ici, à aucun moment, j'ai dit, dans ce map reduce là, je veux tant de nœuds de map, tant de shuffle, tant de reduce, dans celui-là, j'en veux tant, etc. Tout ça est sur autopilote. C'est-à-dire toutes ces choses-là, on est capable de les estimer avec d'autres algorithmes. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais de dimensionner les maps reduce correctement sans que vous ayez forcément à le faire. Que effectivement Pig sait également faire la troisième partie, à savoir estimer le nombre de mappeurs et de reducers automatiquement en fonction des données d'entrée, etc. Par contre, les deux premiers points, c'est effectivement l'avantage de ce que vous avez présenté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors oui, ça c'est effectivement c'est l'avantage absolument évident. C'est que comme c'est une librairie Java, en local, ça marche. Tout à fait. Alors en local, elle ne s'amuse pas à créer des machines virtuelles avec des mappeurs et des réduceurs. Elle fait juste le processing en mémoire. Mais comme le processing il est défini par une librairie Java, par une fonction Java que vous avez spécifiée, eh bien c'est extrêmement simple cette fonction de l'appliquer aux données spécifiées et de faire ça sur la machine. Et on passera de une machine à un cluster Dataflow lorsque la taille des données l'exige. Voilà. Mais à part le back-end sur lequel ça tourne, du point de vue de l'utilisateur, il n'y a aucune différence pour faire tourner ça en local ou faire tourner ça sur un back-end de 250 machines. Les fonctions qu'on exécute dans les parallèles do, elles sont envoyées sur le back-end de façon serialisation Java, ou c'est plus compliqué que ça? Parce que mon code il peut être tout à fait il y a effectivement générique. Il y a effectivement des contraintes sur ces fonctions. Alors, est-ce qu'elles y sont envoyées comme ci ou comme ça? Je pense que c'est de la sérialisation Java toute bête. Par contre, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, quand on écrit ces fonctions, il faut quand même avoir en tête le fait qu'elles vont être envoyées à un serveur à l'autre bout de la planète. Donc, il y a de l'état que vous n'avez pas le droit d'accéder dans ces fonctions, typiquement des globales, des choses comme ça. Il y a certaines contraintes qu'on est obligé de respecter quand on écrit ces fonctions pour que l'exécution parallèle soit possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui. Alors dans Flume Java, il y a déjà une grosse liste de fonctions. Là, on a vu count, join et top. Voilà. Il y en a toute une tripotée. En créer des nouvelles, encore une fois, c'est ça la beauté, c'est du Java. Donc si tu veux en créer des nouvelles, tu crées une fonction de Java qui prend une p-collection et voilà, et tu fais ce que tu veux dedans. Donc comme l'abstraction, c'est simplement p-collection et 4 primitives, parallèle de groupe by key, flatten et combined values. Ça, c'est les 5 primitives de base. À condition d'utiliser que celle-là pour ne manipuler que des p-collections, tu peux écrire tout le Java que tu veux, les combiner dans des fonctions qui sont combinées dans des fonctions, etc. Tout ça, une fois exécuté, deviendra un graphe d'exécution qui sera optimisé et shippé vers des machines distantes. Est-ce que c'est un algorithme qui est disponible pour être exécuté sur n'importe quel cluster Hadoop, ou est-ce que ça impose d'utiliser la plateforme Google? Alors, l'algorithme, aujourd'hui, le produit qui va sortir, qui s'appelle Dataflow, c'est un service managé. C'est un service où on dit quel est le code, Java en l'occurrence. On dit, je te donne tant de machines Compute Engine, et voilà. Après, derrière ça, il se débrouille, que ça soit en mode batch ou bien en mode stream. Alors, les contraintes ne sont pas exactement les mêmes en mode stream, mais bref.
l'algorithme que je viens d'expliquer, là, il est public, on a publié un papier dessus. Donc c'est un peu comme MapReduce. Je ne connais pas aujourd'hui encore d'implémentation open source de cet algorithme-là, mais je pense que ça ne saurait tarder. Bon, une dernière question peut-être? Oui. Alors aujourd'hui, là où il faut l'aider, c'est notamment, c'est ce que je montrais tout à l'heure, quand on a un parallèle do qui est explosif, c'est-à-dire qui génère énormément de données par rapport aux entrées. Là, je ne sais plus quelle est la syntaxe, mais je crois qu'on peut le flaguer en disant attention, celui-là génère beaucoup de données. Et donc là, ça peut l'aider à prendre les bonnes décisions, de le mettre au bon endroit. Voilà. Mais le but, c'est que ça soit capable de faire de pilotage automatique autant que possible. Vraiment autant que possible. Et c'est-à-dire d'arriver à un coût pour l'autopilote qui est acceptable par l'utilisateur. Est-ce qu'il va être capable d'adapter en cours de run ou pas? Ou c'est une fois que c'est... Alors, c'est une excellente question, une fois de plus. Et là, je sais, ce sur quoi je ne peux pas répondre, l'algorithme, il existe, mais ce sur quoi je ne peux pas répondre, c'est le produit qui va arriver en prod, en alpha, là, dans quelques semaines. Est-ce qu'il sera capable de le faire? Je ne sais pas. Et je pense que ce n'est pas encore complètement décidé. Quelles sont toutes les features de autopilote qui seront lancées en V1? Ce n'est pas encore complètement sec. Bien, merci beaucoup.